Le grand format de la rédaction à présent et nous partons pour le Pakistan, plus précisément dans la province du Sindh où vit une importante minorité hindoue. Le Parlement local a adopté il y a quelques semaines un projet de loi qui interdit tout changement de religion avant 18 ans. Objectif, mettre fin aux conversions et au mariage forcé, une loi vécue comme une attaque frontale par la frange islamiste du pays. C'est le focus du jour, il est signé Jasmin Lavoie et Taha Siddiqui. Cette mère est sans nouvelles de sa fille depuis 2 ans. Alors qu'elle jouait avec d'autres enfants de son village hindou, des hommes sont venus la kidnapper. Ils sont venus et m'ont volé ma fille. Ce sont des musulmans qui habitent tout près d'ici. Nous l'avons retrouvée puis ramenée au village, mais ils sont revenus avec des fusils et m'ont dit que désormais elle était mariée et musulmane. L'histoire de cette adolescente symbolise un problème plus large dans la province. Plus de 1000 filles sont forcées de se convertir à une autre religion chaque année. La quasi-totalité d'entre elles, des adolescentes hindoues converties par des hommes musulmans. Le gouvernement vient de criminaliser cette pratique, une première au pays. La possibilité de déposer plainte, la définition du crime, sa punition, il y a tout dans cette loi. Le 24 novembre dernier, les élus ont passé une loi rendant les conversions forcées passibles de la prison à vie. Même si la loi a été adoptée à l'unanimité, le gouvernement envisage aujourd'hui de reculer. Les chefs religieux s'opposent à cette idée d'âge minimum. Pour eux, il n'est pas question qu'il y ait un âge minimum pour qu'une personne puisse être convertie. Mais que le gouvernement soit mis sous pression par des groupes qui ne sont même pas représentés au Parlement et qui ne forment qu'un faible pourcentage de la population totale, que le gouvernement hésite à aller de l'avant avec cette loi pour de petites considérations électoralistes, eh bien, nous ne sommes pas d'accord du tout avec ça. Cette madrasa de Karachi est reconnue pour ses positions conservatrices. Ici, on enseigne une version intransigeante et intolérante de l'islam aux 5000 étudiants. Lève-toi, s'il te plaît, et récite un verset coranique. La quasi-totalité des cas de conversion forcée vise les femmes de moins de 18 ans. Mais cet imam nie la tendance. Pour lui, ce ne sont que des cas isolés. Nous allons tous nous opposer à cette loi. Notre pays n'acceptera jamais cela. Nous manifesterons dans les rues. Je pense que cette loi marquera la fin de ce gouvernement. Ils ne seront pas réélus. Ils sont près de 3 millions d'hindous à vivre au Sindh. Cette terre appartient à la même famille depuis des générations. Près de la moitié du village a quitté pour l'Inde, épuisé des menaces et de la discrimination subie. Nous sommes hindous. Et ici, la plupart des musulmans disent que nous, les membres de notre minorité, sommes des infidèles. Ils sont bien plus nombreux que nous et plus puissants. Alors ils utilisent ce pouvoir pour nous influencer. Si nous allons devant la justice, le juge et le policier seront musulmans. On n'a personne pour nous représenter. Dès qu'il y a une loi injuste envers nous, tout le monde est en faveur. Ceux qui restent au Pakistan pensent que la mesure améliorerait le sort des femmes, mais doutent qu'elle voit le jour. Dieu seul sait si c'est une bonne loi. Les musulmans l'ont adoptée dans un effort pour être juste envers nous, les hindous. Mais voilà que maintenant, les autorités reculent. Les musulmans sont majoritaires ici, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi on croit qu'il n'existe tout simplement pas de justice pour nous. Le gouvernement estime que chaque année, 5000 hindous quittent le Pakistan vers l'Inde. Voilà pour ce document. On va aller un peu plus loin avec notre invité, Jean-Luc Racine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes spécialisé sur cette région de l'Inde et de l'Asie du Sud. D'abord, peut-être pour bien remettre le contexte, quelle est la situation en particulier des hindous au Pakistan ? Alors, ils sont très minoritaires, hein. Ça a été dit, le reportage porte sur la province du Sindh, qui fait, il n'y a pas de recensement récent,
mais on est autour de 55-60 millions d'habitants pour un Pakistan qui aujourd'hui en compte 200 millions. Et c'est dans la province du Sindh, pour des raisons historiques, que la minorité hindoue, qui est très faible au niveau national, l'est un peu moins dans cette province, mais c'est de l'ordre de 4-5% de la population, avec, ça a été souligné dans le reportage, un certain nombre d'hindous qui viennent souvent du reste de basse-caste, ce qui ajoute encore une deuxième discrimination à celle de leur religion minoritaire. Un certain nombre d'entre eux quittent le pays pour traverser la frontière et aller en Inde. Alors, d'où vient cette tradition, si on peut l'appeler ainsi, de conversion, de mariage forcé de jeunes filles issues de la minorité hindoue? Voilà, alors c'est important d'employer le mot forcé, hein, parce que ça a bien été souligné par le reportage. Les islamistes qui s'opposent à cette loi oublient le mot forcé. En tout cas, ils disent que ce sont des cas isolés. Leur opposition. Alors qu'en fait, on a des ONG crédibles qui considèrent qu'il y a à peu près 1000 cas par an dans le pays. Qui était donné effectivement dans le reportage. Soit des minorités hindoues, soit la minorité chrétienne qui est elle aussi dans la même position. Fondamentalement, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que on a là une assemblée provinciale qui a l'unanimité, sauf une voix, mais il est vrai qu'il n'y a pas de parti islamiste à l'Assemblée du Sindh, s'est prononcé pour cette réforme considérable. Ça donne... Je vous repose juste ma question. Comment vous expliquez ce phénomène de mariage forcé de Alors, jeunes filles? il y a une double tradition. Hein. Il y a la tradition, je dirais, féodale. Et là, c'est pas spécifique à la région, ni même au pays. Et puis, il y a le fait qui a bien été explicité par l'interview d'un des paysans hindous qui est là, la minorité dans une position où porter plainte à la police, ça va pas marcher. Si l'affaire est en justice, ça peut arriver, mais à ce moment-là, le kidnappeur, entre guillemets, garde la tutelle de la jeune fille jusqu'à ce que la cour ait tranché. Donc, c'est une voie à peu près impossible. Donc, d'un côté, il faut saluer la décision prise par les élus du Sindh, qui rappelle ce qui s'est passé dans la grande province du Punjab, au nord du Sindh, en début d'année, où il y a eu une loi votée aussi contre les violences vis-à-vis des femmes, et en particulier contre les violences domestiques. Et on a eu le même cri, la même invocation par les partis islamistes en disant que c'était anticonstitutionnel, contre l'islam, contre la charia, etc. La vraie question est de savoir si cette loi votée va véritablement entrer en vigueur. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il faut que le gouverneur de la province l'accepte. Or, la valide, donc après ce vote du Parlement. Hein, donc en principe, il est plus ou moins tenu de l'invalider. Mais ce qu'on voit clairement se mettre en place, c'est une politique d'hésitation de la part du Parti du peuple pakistanais, celui qui gouverne le Sindh aujourd'hui, mais qui est désormais minoritaire à l'échelle du pays tout entier, qui fait curieusement marche arrière. Parce que ces groupes fondamentalistes, si on peut les appeler comme ça, ils ont une vraie influence dans le pays aujourd'hui et dans cette province. Alors, ils ont une influence qui est nettement plus forte que leur poids électoral. Au Parlement national, ils ont quelques dizaines de sièges. Au Sindh, ils n'en ont pas. Mais ils ont une capacité de mobiliser la rue qui est tout à fait considérable. Et on voit l'imam dire on va se mobiliser, on va aller marcher dans les rues. Il y a aussi la menace de se tourner vers ce qui s'appelle le Conseil de l'idéologie islamique, qui est un organe consultatif du gouvernement central qui est censé se prononcer sur la concordance entre les projets de loi, les lois et une certaine lecture de l'islam. Donc aujourd'hui, la vraie question sera de savoir si véritablement le pouvoir au Sindh va entériner cette décision assez remarquable, surtout à l'unanimité, ce qui est quand même assez étonnant. Et ce que ça signifie sur l'évolution générale du débat au sein du Pakistan entre ce qu'on va appeler les libéraux
et la chape de plomb des islamistes plus radicaux. Donc il y a aussi une résonance nationale, on va dire, sur ce débat. Absolument, absolument. Merci beaucoup Jean-Luc Racine d'être venu sur le plateau de France 24 pour parler de ces problèmes au Pakistan et dans cet État en particulier du Sindh. C'était donc le focus du jour. On va marquer une courte pause. Paris Direct continue, on se retrouve dans une poignée de minutes juste après la météo.